Et je vais inviter à nouveau Emmanuel Faber à venir à mes côtés pour un échange et le partage de sa vision et de son regard sur ce que nous avons échangé ce matin. Merci à nouveau d'être avec nous. Je vous donne un micro. Vous avez vu juste lorsque vous avez éclairé notre échange ce matin en plaçant l'humain au cœur de l'entreprise, en rappelant toutes les valeurs qui vous animent, parce que finalement ça a été le fil rouge, vous l'avez constaté comme moi sans doute, de tous les témoignages, de tous ces exemples-là que nous avons partagés. Qu'est-ce que vous retenez? Il y a des choses qui vous ont marqué plus particulièrement de ce que nous avons entendu ce matin? Ouais, enfin à la fois beaucoup et en même temps, quand vous dites que j'ai vu juste, je pense que c'est ce que Bretagne Atelier porte et qui fait que nous nous sommes réunis ce matin, certains d'entre nous pour venir d'un peu plus loin que les autres, même très loin. Et voilà, et donc je ne pense pas que ce soit vu juste. On ne peut pas s'approcher de Bretagne Atelier et avoir envie d'y revenir sans avoir été touché par ça. C'est pour ça que je l'ai partagé. Dans les témoignages qui nous ont été présentés ce matin, on a vu les méthodes qui ont été mises en œuvre dans la durée. Enfin, j'insiste un petit peu sur cette notion de temps long. On oublie souvent l'importance du temps dans nos aventures humaines. Dans une entreprise comme la vôtre, c'est aussi un facteur important. Qu'est-ce qu'il est possible d'observer la singularité justement de ce qui est mis en œuvre chez Bretagne Atelier, cette attention portée à chacun, ces méthodes de partage de l'information, de la co-construction des modèles managériaux également. Le manager, le dirigeant que vous êtes, le leader que vous êtes, qu'est-ce qu'il retient de ça? Oui. On parlait de leadership avec François. Oui, non, il y a plein de choses. Je pense que cette question de repartir fondamentalement de la capacité de chacun, du potentiel aujourd'hui de chacun, de l'envie profonde, quasiment en deux mots, envie qui nous porte et qui fait que le travail nous révèle un peu plus dans sa difficulté, dans ses défis, mais aussi dans l'enthousiasme qu'il peut nous apporter, nous révèle un peu plus à qui nous sommes vraiment, qui nous sommes en train de devenir, parce que tout ça, ça démarre au berceau et en effet, on a toute la vie pour apprendre à mourir après. Donc, ce premier point, je pense qu'il est essentiel et je le ressouligne au moment où, à l'inverse, la digitalisation, l'évolution très rapide des technologies nous fait courir un risque très important d'entropie, c'est-à-dire d'ordre, au sens où de refroidissement, c'est-à-dire que ce refroidissement, cet ordre, la vie n'est plus possible. L'entropie, c'est ce qui tue les grands systèmes. Et la diversité, c'est ce qui les fait vivre. La biodiversité, elle est absolument fondamentale. Et donc repartir de cette singularité unique que chacun et chacune d'entre nous nous sommes, me paraît fondamental dans la traversée du progrès, entre guillemets, dans laquelle nous sommes collectivement engagés. La deuxième chose, ça a été dit entre autres par François Héon, je crois, il y a une grande aspiration à participer à la construction du projet auquel chacun d'entre nous par le travail sommes appelés et contribuons. Cette question de la consultation, et vous posiez la question de savoir si dans les grandes entreprises c'était plus compliqué. Oui, c'est forcément compliqué. J'allais vous la reposer d'ailleurs, en ce qui concerne Danone, mais répondez, ça nous intéresse vraiment. Non, oui, c'est évidemment très très compliqué, mais c'est d'autant plus un enjeu. Moi, je ne crois pas que dans le monde de demain, quand on regarde tout ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire il y a une refragmentation d'un monde qu'on a rêvé comme un grand village planétaire. Il y a 20 ans, on pensait tous que la Russie allait rejoindre l'OMC, la Chine l'avait fait, que l'économie de marché apporterait la démocratie. On voit bien que tout ça, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer, que le monde se referme, se refragmente, se reparticularise. Et c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Mais ça veut dire que ce grand rêve qui nous donnait l'illusion et la bonne conscience de se dire que le modèle d'économie occidentale allait faire croître les lumières et les droits de l'homme, c'était juste une illusion. Et ça veut donc dire que pour les entreprises,
qui dépasse les frontières de façon significative, le modèle doit être réinventé. Il ne peut plus y avoir de modèle pyramidal en haut où je décide tout à Paris et tout le monde applique, 110 000 personnes dans le monde appliquent les consignes. Je l'ai dit et donc je le repartage, je ne sais pas, quasiment publiquement ici, mais je l'ai écrit. Je pense qu'il faut mettre fin au modèle pyramidal. Et on essaye de plein de façons. Les entreprises de demain seront peut-être les villages dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, ce qui va être important, et quand on prend le cas de l'alimentation, par exemple, on a standardisé des systèmes mondiaux qui sont aujourd'hui des risques systémiques pour la sécurité alimentaire. Je le dis franchement, il y a pas... on a besoin de la diversité culturelle, on a besoin des traditions alimentaires nationales, régionales, qui s'adossent à des modèles de culture et d'agriculture qui sont spécifiques. Et donc, au total, la biodiversité naturelle et humaine doit absolument se retrouver dans l'alimentation de demain. Les modèles portés par les multinationales de l'agroalimentaire sont absolument pas ceux-là. Ils consistent à essayer de standardiser au plus simple, etc. C'est des modèles du passé. Ça ne fonctionnera plus dans le monde de demain. Ce ne sera plus le modèle de Danone. Non, ça n'est plus le modèle de Danone. On vient d'une histoire avec une entreprise qui est très particulière. Et donc, chacun est de nouveau... la culture des entreprises, ça existe. Hein. Mais voilà, pour prendre juste cet exemple de la consultation, on a lancé l'année dernière, sur la base d'objectifs stratégiques, un cadre de 9 objectifs intégrés à 10 ans, parce qu'on pensait important de voir le futur tous ensemble et de se projeter vers un futur désirable, alors que quand on regarde nos métiers, il y a quand même plein de choses qui peuvent inquiéter ou faire perdre du sens. Et on a consulté nos 110 000 salariés sur les priorités locales qu'ils voyaient à ces objectifs. Et ils sont en train de... C'est votre grand débat, vous, ça? Oui, c'est le grand débat. C'est le grand débat. Ça s'est fait par du physique, établissement par établissement, 200 dans le monde. Ça s'est fait ensuite au niveau des pays. C'est en train de remonter. Ça va redescendre ensuite parce que on a pris l'engagement que ça informerait nos plans stratégiques. Et c'est une consultation qui devient une routine qu'on va lancer chaque année, en fait, pour piloter la façon dont chacune des petites entités qui font la réalité de Danone tous les jours, les équipes, construisent et pilotent l'assemblage de ce que seront nos objectifs dans 10 ans. Charles Gardou insistait tout à l'heure dans son intervention sur les particularismes culturels, la prégnance finalement du lieu dans lequel nous sommes. Est-ce que cet exercice, j'allais dire grandeur planétaire, que vous avez initié chez Danone, produit des résultats très différenciés selon les endroits où elle se déroule? Oui, absolument. Et pour moi, c'est fondamental. Et ce que Charles Gardou disait sur la société, ce que Johan reprenait sur la question de la localisation, pour moi, quand on redécompose aussi étymologiquement le mot économie, on trouve quelque chose qui repart du lieu. Oikos, en grec, c'est la maison commune que nous habitons, et nomos, c'est les règles qu'on se donne. Ça ne parle pas d'autre chose, fondamentalement. On en a fait quelque chose, la technologie, le progrès, l'envie, l'appât du gain, la proté, etc. On transformait tout ça en quelque chose qu'il nous appartient, nous, maintenant, de continuer à retransformer pour lui redonner du sens. Mais fondamentalement, l'économie, c'est ça. Et par rapport à cette question, pour moi, de l'entreprise inclusive ou d'une société inclusive, la vraie question, c'est que je pense que la limite entre ce que je prends et ce que je partage, ce que je donne, on a évoqué les Maoris, mais il y a tout un travail fait sur le don et le contre-don dans des sociétés vernaculaires, Edmond Moss et d'autres sociologues, etc., qui crée une relation permanente au lieu d'être quitte parce que vous m'avez réglé sans contact, d'ailleurs, de préférence, oui. Avec votre carte bancaire. C'est plus prudent. Nous sommes quittes. Ces sociétés ont inventé une dette permanente qui ne va pas d'ailleurs sans complexité, mais qui appuie sur un autre aspect de ce que nous sommes. Et cette économie, elle est à la fois transaction et relation. Elle est les deux. De même que je donne et que je prends, et que la limite entre le sombre et la lumière dont parlait Charles Gardou tout à l'heure, elle passe au cœur de ce que je suis moi-même. Elle n'est pas ailleurs, cette limite. Et donc, notre économie, elle est habitée par ce que nous en faisons nous-mêmes, chacune et chacun. Et en particulier,
je me promène en disant que les dirigeants d'entreprise ont un devoir d'utopie, parce que je suis absolument persuadé qu'il faut que, pour que nous réinventions une économie plus humaine, il faut que les personnes qui sont en situation de responsabilité aujourd'hui prennent ce risque-là si elles en portent l'envie, encore une fois. Voilà, c'est la feuille de route que vous tracez. Emmanuel Faber, on vous garderait bien toute la journée. Je sais que vous allez accompagner cet après-midi certaines visites, donc vous aurez peut-être le plaisir et l'occasion de poursuivre l'échange avec vous. Merci infiniment pour votre participation, votre écoute et votre mise en perspective. On vous applaudit très chaleureusement. Merci Emmanuel.